Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, comme c'est l'usage, une bonne et belle année 2022, ou de toute façon, j'oserais dire, un peu meilleure que 2021. Mais une année 2022 qui va être marquée sur de grands événements spatiaux. Regardez, pour la première fois dans une année, en 2022, on va avoir le lancement de 2 super fusées nouvelles, de très gros lanceurs comparables il y a 50 ans en arrière à l'énorme fusée, la Saturne V, qui a permis de débarquer l'homme sur la Lune. Et puis on verra, côté européen et côté français, le lancement de notre petite, par rapport aux autres, Ariane 6. Et puis, vous le verrez, on va parler. Il était une fois l'espace, une séquence rétro. Oui, ça a débuté il y a 60 ans. En France, c'était le lancement du premier satellite artificiel. Bon, dernier point. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et je vous remercie. Et le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, toute mon équipe en 2022, c'est d'être encore plus nombreux, de manifester, disons, votre soutien et votre intérêt amical, mais surtout, vous avez, en bas, il y a une petite touche, c'est marqué « S'abonner ». N'hésitez pas. Pourquoi ? Parce que c'est simple à faire, et puis, c'est gratuit. Donc, bienvenue dans l'année spatiale 2022. Donc l'année 2021 s'est achevée, je voudrais dire, en apothéose, avec le lancement réussi par Ariane 5 du grand, super télescope spatial, le nouveau, après Hubble, le James Webb. Lancement réussi, et c'était un grand moment d'émotion. Pourquoi ? Parce que tout de même, sous la coiffe d'Ariane, il y avait un beau colis, un beau bébé, bébé qui coûtait tout de même 10 milliards de dollars et qui était unique. Et donc, s'il y a eu un problème, c'était toute la communauté des astronomes qui était en deuil. Donc, lancement réussi. Et durant le trajet, une succession d'opérations se sont déroulées. C'est-à-dire le déploiement, un peu comme un papillon qui sort de sa chrysalide, le déploiement du télescope qui avait été replié sur lui-même. Bien que l'on ait choisi Ariane 5, pourquoi ? Parce qu'elle était très fiable et surtout parce qu'il y avait une très grosse coiffe pour pouvoir loger le James Webb télescope. Donc, première étape, ça a été d'abord de déployer bien sûr une antenne. La deuxième étape, de déployer un radiateur. Oui, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il chauffe. Et la troisième étape, ça a été le déploiement, j'oserais dire, moi, d'un bouclier thermique, disons plutôt d'un parasol, parce qu'il faut éviter le rayonnement de la Terre et du Soleil. Il doit être très, très, très froid et rester très froid à moins 230 degrés. Et vous savez, c'était quelque chose d'extrêmement délicat, c'était très, 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 très fin. Si vous voulez, replier sur lui-même ce parasol, c'est la taille d'un SUV, voilà. Mais une fois qu'il est déplié, ça couvre un terrain de tennis. Donc, belle performance. Et puis, réussi, on s'est attaqué à la deuxième étape extrêmement délicate, qui est celle des miroirs. On a d'abord déployé le trépied sur lequel est fixé le miroir secondaire, puis ensuite le miroir principal, composé de 18 petits miroirs hexagonaux recouverts d'or, mais dont 6 miroirs, c'est-à-dire 3 de chaque côté, avaient été repliés sur le miroir principal, pour que ça tienne sous la coiffe. Donc, opération réussie. Et maintenant, James Webb file à près de 40 000 km/h sur son point de stationnement, j'oserais dire, le point de Lagrange. Ça, on vous en reparlera bientôt. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on va commencer maintenant les opérations de réglage, c'est-à-dire d'ajustement des miroirs au dixième de millimètre près avec de nombreux petits moteurs. Donc opération délicate. Et on attend les premières photos des fins fonds de l'univers, à peu près au début de l'été, fin juin, début juillet. Donc voilà pour le côté James Webb Télescope. Mais ce qui est intéressant en 2022, ce sont les lancements de 2 énormes fusées, et donc à tout seigneur, tout honneur, côté SpaceX avec Starship. Nous sommes dans un petit coin reculé de l'État du Texas aux États-Unis, en bordure de la mer, juste à la frontière mexicaine. C'était un village de pêcheurs dans les marais, c'est Boca Chica. Et c'est là qu'Elon Musk s'est installé pour construire à la fois une base de lancement,
des halls de montage, d'assemblage de fusées et des centres d'essai. Et c'est donc là qu'il a mis au point la fameuse Falcon 9, maintenant qui fonctionne parfaitement bien et qui envoie même des hommes dans l'espace, mais qu'il est en train d'assembler, de tester, de construire l'énorme fusée, comparable un peu à ce qu'a été l'énorme Saturne V, il y a 50 ans en arrière, qui a permis le programme Apollo et l'arrivée de l'homme sur la Lune. Quelque chose, je voudrais dire, vous allez voir, de monstrueux. On est au royaume de Gulliver. Il est en train de construire et de tester un engin qui fait 120 mètres de haut, 9 mètres de diamètre, équipé à la base de 29, et puis dans la version plus puissante, de 33 moteurs qu'il va falloir allumer et faire fonctionner ensemble, qui va peser 5200 tonnes au décollage, on rêve, et dégager une poussée de 7200 tonnes. Du jamais vu. Je vous dis, c'est bluffant. Bluffant également la manière dont cette fusée est assemblée. Cette fusée, elle n'a que 2 étages. Le premier étage, c'est donc un cylindre de 9 mètres de diamètre, 30 moteurs à la base, et 70 mètres de haut, avec l'intérieur, eh bien, les réservoirs de carburant. Et le carburant, c'était là la grande nouveauté, c'est oxygène liquide et méthane. C'est une fusée, j'oserais dire, à gaz, équipée de moteurs Raptor. Et le deuxième étage était à la fois un élément de propulsion, avec des moteurs pilotables, orientables, mais il est en même temps une cabine spatiale pour emmener des hommes. Il est capable de rentrer dans l'atmosphère avec un revêtement thermique. Il est capable d'être un cargo pour emmener, je voudrais dire, des éléments de station spatiale, vous voyez. Et surtout, capable de se poser, et prévu pour ça, directement sur la Lune, du premier coup. On quitte la Terre et on se pose, et peut-être de se mettre en orbite autour de Mars, et peut-être se poser sur Mars, mais ça, c'est du futur lointain. Tel est donc le programme extrêmement ambitieux d'Elon Musk. Mais c'est pas tout. Et là où c'est encore le plus bluffant, il n'y a que lui qui ose faire cela. Cette fusée, elle est récupérable. Vous avez vu les retours sur Terre, elle se pose, ses pieds, elle se pose en douceur. Eh bien, les 2 éléments doivent revenir sur Terre et se poser en douceur. Mais, pour faire des économies de masse, elle n'a plus de pieds. Et qu'est-ce qu'a imaginé l'équipe d'Elon Musk? Eh bien, regardez bien. Il a construit une tour métallique de 122 mètres de haut. Tour métallique. Cette tour métallique, elle est dotée de 2 bras mobiles, une espèce de pince géante, qui va saisir le premier étage quand il va revenir en douceur pour se poser sur Terre. La pince va le saisir, se déplacer et le poser en douceur sur la table de lancement. Quelque chose, vous voyez, de rudimentaire, d'extrêmement simple, une espèce d'énorme tabouret métallique. Et on va faire la même chose pour le 2e étage, quand il va revenir sur Terre, avec ses rétrofusées, ses stabilisateurs aérodynamiques, eh bien la pince va le saisir, en douceur s'il vous plaît, et va le poser sur le premier étage qui était déjà arrivé, où là on va pouvoir procéder aux jonctions mécaniques. Et après, bien sûr, inspection, remise en état, on va refaire les pleins de combustible et hop, on repart pour l'espace. Telle est la grande révolution qui va se présenter en 2022, puisqu'on attend à la mi-février, pour la première fois, cette Starship assemblée va être essayée sur son pas de tir avec allumage des moteurs et peut-être un tir orbital pour un essai, autrement dit, grandeur nature. Bref, un grand coup de bluff de la part d'Elon Musk. C'est pas le premier. Toujours côté américain, mais là, cette fois-ci, Cap Kennedy, NASA, où l'Amérique, avec beaucoup de retard, met au point sa super fusée, son super lanceur, comparable à ce qu'était il y a 50 ans, je vous disais, Apollo, la fusée, le lanceur lourd SLS. Et là, pour la première fois, on va voir le lanceur complet, assemblé, avec ses booters, l'étage central, et surtout la cabine, qui est l'équivalent de la cabine Apollo, qui est la cabine Orion, dans laquelle pourront prendre place 4 astronautes, et direction la Lune. Non, la première fois, on va tourner autour de la Terre pour la tester, et puis la deuxième fois, ça va être un aller-retour avec une satellisation
autour de la Lune. Mais dans la course vers la Lune, n'oublions pas, mais il y a également les Russes avec Angara, un super lanceur lourd, et la Chine qui va tester également un super lanceur lourd comparable à ceux que je viens de vous parler. Puis enfin, n'oublions pas, nous les Européens, les Français, à 1 degré moindre, eh bien, 2022 va voir enfin, et c'est ce qui va se passer, l'assemblage et le test grandeur nature de notre Ariane 6. Enfin, petite séquence rétro. N'oublions pas que tout ceci a eu un début, le début de l'espace. Mais côté français, eh bien, on a célébré très discrètement, je dois le reconnaître, les 60 ans du Centre national d'études spatiales, autrement dit la NASA française, le CNES. C'est notre séquence rétro, parce que tout a démarré avec le lancement du premier satellite, mais c'était pas à Kourou, en Guyane, c'était en plein Sahara, à Amaguir. Le 26 novembre 1965, la petite fusée Diamant décollait du désert d'Amaguir en Algérie. À son bord, le tout premier satellite français, Astérix. La France, de fait, est devenue la 3e nation spatiale grâce à un lanceur civil, le lanceur Diamant, développé par le CNES. On ne se rend pas assez compte maintenant combien les satellites sont essentiels pour les activités de monsieur tout le monde dans la vie de tous les jours. Doter la France d'une zone de lancement spatiaux équipée des installations les plus modernes, tout en assurant l'essor économique et social le plus large de la Guyane, tels sont les 2 objectifs qu'a poursuivi le CNES. Une grande œuvre française en Guyane. Il faut qu'on le voie et qu'on le sache partout. Nous avons commencé et nous continuons. Je me rappelle de la première visite que la NASA a faite à Kourou. Et les Américains, franchement, étaient complètement bluffés de voir ce qu'on avait fait là-bas. Et c'est de là doit être tirée donc cette première Ariane, Ariane 1. H0. Les vannes d'admission s'ouvrent pour mettre à feu les 4 moteurs Viking du premier étage. Le lancement Ariane L01 a eu lieu le 24 décembre 1979 à 17h14 minutes 38 secondes. La mission a été totalement réussie, je crois qu'on peut le dire déjà. Ça, c'est vraiment une grande fierté nationale. Ariane, c'est un programme européen, mais tout a été développé, fait, imaginé au CNES. Quand on a vu que ça marchait, c'était un peu un rêve. C'est un souvenir formidable pour tout le monde.